Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à cet épisode, ce nouvel épisode du podcast quotidien MLS is back. Comme d'habitude, votre hôte Hadi Raphaël, et aujourd'hui je suis rejoint par Anthony de Varenne, l'autre rédacteur en chef de Culture Soccer. Salut Anthony, comment tu vas ce matin? Il est super tôt, il est 7h30, je sais qu'on a eu une nuit très très chargée, et toi tu te sens comment? Ça va bien, ça va bien. J'ai vu une belle victoire du Real Salt Lake et tout. On va en parler un peu plus tard, mais ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va plutôt bien, plutôt bien. On commence à manquer de sommeil, mais écoute, on aime ça, on est très content de voir le retour de la MLS. Après, bon, le retour de la MLS, oui. Par contre, on voit que les joueurs sont très très rouillés. On va en parler aujourd'hui. Donc, commençons en premier. On a parlé hier, Florian et moi, du fait que le match entre Toronto et DC United avait été reporté à cause de cas de virus. Finalement, il y a eu des nouvelles par rapport à ça hier dans la journée, comme quoi, bien évidemment, que les deux personnes qui ont été qui ont testé positif, malheureusement, c'était deux faux positifs. Donc finalement, il y avait personne qui était affecté par le virus. Moi, j'aime bien le fait que la MLS prend toutes ces précautions-là. Peut-être que ça aurait été meilleur qu'ils se ferment la gueule et qu'ils disent rien. Et que parce que je pense que beaucoup de personnes disent ça fait de la mauvaise presse. Le fait qu'ils soient aussi attentifs que ça, je me rappelle quand ça a été reporté, j'ai vu tellement de tweets en disant ouais, le tournoi devait annuler, le tournoi devrait être cancellé, c'est de la merde, maintenant la bulle n'est plus sécuritaire, quoi que ce soit. Tandis que tout ce que la MLS a fait, c'est qu'ils ont eu dans le premier test quelque chose de positif. Ils ont dit ok, vous jouez pas parce qu'on va faire le deuxième test pour s'assurer. Puis finalement, le deuxième test était négatif. Et je pense qu'ils en ont fait un troisième aussi qui s'est avéré négatif. Donc bref, ces précautions de la MLS, moi j'aime ça. Je trouve ça important. Oui, on informe le public, il n'y a rien, c'est transparent. Moi j'aime ça. Et jusqu'à maintenant, j'ai comme l'impression que ça se passe bien dans la bulle en MLS, n'est-ce pas? Oui, non, à date, ça se passe bien. C'est sûr qu'on avait tous quelques inquiétudes avant le tournoi, mais comment on va passer les choses, puis la majorité des joueurs semblent être heureux d'être là. Ben, en fait, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain, là? Tout le monde semble avoir le sourire aux lèvres et ça, c'est le plus important. Ouais, effectivement. Donc, bref, finalement, tout le monde va bien du point de vue de Toronto et DC United. Le match sera joué aujourd'hui même à 9h, donc ça a été repoussé. Il y a eu plusieurs changements dans le groupe C, donc le groupe de Toronto, à cause de ce genre avec ce changement d'horaire, avec le match de Toronto qui se joue aujourd'hui. C'est sûr, le match entre Montréal et Toronto qui était supposé se jouer mercredi a été repoussé à jeudi pour bien évidemment rester logique à travers les règles FIFA qui demandent à ce qu'il y ait un minimum de 2 jours, de 3 jours entre un match et un autre. Donc voilà, c'est du point de vue de ce groupe-là. Puis après le match le 21, il y aura les deux matchs. Donc Toronto, New England, puis Montréal, DC United. Donc ça a changé certaines choses. On a aussi le 13 juillet, il y a Toronto, DC United, donc aujourd'hui même, ce matin. Et puis le 17 juillet, ce sera donc le vendredi, DC United, New England. Donc bref, des changements, ce qui est normal que la MLS quand même. Beaucoup de personnes me posaient la question et je l'avais posé hier à Florian et surtout des fans de l'Impact bien évidemment qui disaient que est-ce que c'est une sorte de favoritisme envers Toronto. Puis c'est ce que j'ai dit hier, que pour moi c'est pas un sort de favoritisme, ils sont en train de faire attention à la santé des joueurs. J'aimerais avoir ton avis là-dessus, toi Anthony. Ouais, non, c'est vraiment pas du favoritisme parce qu'à la base, Toronto avait déjà vu son match repoussé et le calendrier n'avait pas changé, même si le délai entre leur match et le prochain, celui de l'Impact, je pense que c'était 3 jours et à la base, il n'avait pas été changé. Je pense que
puisqu'ils jouent aujourd'hui, ça aurait été n'importe quoi les faire jouer à la même date. Là. Je pense que ça leur laissait seulement 48 heures pour se remettre en jambes et on sait comment Orlando, il fait chaud et tout. Donc, je pense que ça aurait été pratiquement du favoritisme envers l'Impact parce que c'est juste pas faisable pour la santé physique des joueurs, même la santé mentale parce qu'ils commenceraient le match épuisés mentalement également. Là. Effectivement, tu as complètement raison, Anthony. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc voilà pour ce qui se passe de l'actualité autour de la MLS. Il y a eu une deuxième actualité aussi, un échange de places internationales. Je pense que c'était Minnesota qui a pris une nouvelle place internationale de la part de Colorado, si je me trompe pas. Bref, un petit échange. En fait, non, c'est Colorado, pardon, qui a pris une place internationale de DC United pour 225 000 $ d'allocation, de gamme, donc d'allocation générale, qui est bien plus prisée que l'allocation de TAM, donc le Targeted Allocation. Donc, c'est quand même énorme. C'est énorme. Par contre, ils l'ont pris sur 2 ans. On sait que les places internationales, d'habitude, sont prises la plupart du temps sur 1 an. Par contre, cette fois-ci, ils l'ont pris pour 2 ans. Donc, on devrait avoir du mouvement de côté des Rapids avec une nouvelle signature bientôt. On a hâte de voir c'est qui que ça va être, n'est-ce pas, Anthony? Ouais, vraiment. Surtout à ce prix-là, là, ça veut dire que DC était pas tant vendeur. Donc, c'est peut-être pas le Real Salt Lake, mais Colorado qui a forcé la main et ça doit être pour une belle prise là, parce que c'est pas rien non plus là, le montant qu'ils sont allés chercher là, ça risque pas d'être quelqu'un qui va serrer le banc là. Ouais, effectivement. Donc voilà, c'est les nouvelles par rapport à ça. Il y a une autre nouvelle aussi qui est passée un peu plus inaperçue et dont j'ai pas parlé hier parce que j'ai voulu attendre les matchs qui se jouent. Donc aujourd'hui, hier en fait, il y avait le match entre Sporting Kansas City et Minnesota United. Il y a eu quelque chose du côté de Sporting Kansas City. Le défenseur central Botond Barath, le Hongrois, qui était venu au début de l'année passée en 2019. Qui a jamais vraiment convaincu et a finalement été relâché par le club et est retourné en Hongrie. Juste une petite nouvelle comme ça. Il n'a jamais pu trouver une place de titulaire. Par contre, c'est quand même bizarre de voir un joueur venir pas réussir puis retourner un peu, comme on dit, la queue entre les jambes de retour à son pays. Donc bref, petite nouvelle du côté de Kansas City, mais si on regarde le match qu'ils ont perdu finalement 2-1, ils avaient peut-être besoin d'un autre défenseur central parce que défensivement, ça allait pas très bien du côté de Kansas City. Ben, le match est vraiment en 2 temps. Vraiment, avant que Tim Melia se blesse, pas se blesse, se fasse expulser. Oui, c'est ça le petit lapsus. Mais oui, avant qu'il se fasse expulser, moi j'ai quand même trouvé Kansas City quand même confortable dans le match et tout. J'adore Matt Besseler, donc avec Graham Zusi à la droite et tout. Donc je les ai quand même trouvés forts en tant qu'équipe et tout. Je trouvais que Minnesota avait que très peu de chance. Mais c'est sûr, le match, quand on regarde juste le score, on pense que ça allait être à l'avantage de Minnesota, mais c'est vraiment Tim Melia qui a fait chuter son équipe. Mais c'est sûr qu'on a vu que dès que Kansas City est déstabilisé, ben ils sont pour vrai. Là. Peut-être que le 10 contre 11 n'a pas été pratiqué à l'entraînement. Là. Ouais, c'est fou. En tout cas, on va en parler un peu en détail. Commençons comme d'habitude avec le même format qu'on utilise d'habitude. On va aller voir les 11 de départ de chacune des deux équipes. Il y a eu quelques surprises. Donc déjà, pour ceux qui attendaient à voir Ike Opara en défense centrale du côté de Minnesota, il n'a pas fait le voyage à Minnesota. Il paraît qu'il était en train de se remettre physiquement. Ça a l'air qu'il avait eu une blessure à un moment donné. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait du coronavirus. C'est juste que Ike Opara était encore en pleine réhabilitation. J'étais curieux de voir quelle aurait été
la charnière centrale du côté de Minnesota. Puis finalement, on va en parler. Donc, commençons déjà par le 11 de départ de Minnesota. Donc, Tyler Miller dans les buts, Romain Métanire qui a eu une prolongation de contrat dernièrement, le Malgache à droite. En défense centrale, on avait José Aha avec Michael Boxall. Et puis à gauche, Chase Gasper. Au milieu de terrain, on avait Dodson, donc Hassani Dodson et Yann Gregouche. En attaque, on avait Finlay à droite, Molino derrière l'attaquant, et Lod, le Suédois, à gauche. Et puis en pointe, Mason Toy. Du côté du Kansas City, on avait Tim Melia dans les buts. À droite, on avait Graham Soucy, bien évidemment. Et au centre de la défense, on avait Roberto Punchek et Matt Bessler. À gauche, Luis Martins. Au milieu du terrain, on avait Roger Espinoza, Ili Sanchez, puis Gadi Kinda. Et puis en attaque, on avait Gerso à gauche, Shelton à droite et Pulido en tant qu'attaquant central. T'as pensé quoi de ces 11-là? Quels sont les renseignements que tu as tirés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a étonné? Moi, il y a beaucoup de choses que je trouve un peu bizarres dans ces deux 11-là, mais j'aimerais avoir ton avis en premier. Ouais, ben moi, c'est sûr que du côté de Kansas City, je m'attendais pas à voir Kerry Shelton débuter la partie. Je m'attendais peut-être plus à voir un Johnny Russell, à la limite un Daniel Savoy, mais oui, je m'attendais pas à voir Shelton débuter à droite. C'était ma grosse surprise du côté de Kansas City. Sinon, c'est sûr que Vermes aurait pu faire débuter des jeunes comme Bouzio, on l'a vu à quelques reprises au milieu. C'est pas mal ça ma grosse surprise du côté de Kansas City. Sinon, du côté de Minnesota, c'est sûr on voit un Osvaldo Alonso sur le banc, mais c'est normal. Il avait pris un coup avant la partie, donc si on prend ça en compte, j'ai pas été tant surpris du 11 de Minnesota. Même chose, Amaria s'était blessé avant la rencontre, donc c'est pour ça qu'on voit Mason Toy. Donc, moi, de mon côté, du côté du 11 de Minnesota, je regarde leur banc et je me dis que c'était peut-être le meilleur qu'ils pouvaient faire, là. Ouais, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a eu des blessures du côté de Minnesota. Finalement, tu as dit Osvaldo Alonso puis Amaria qui étaient blessés. Par contre, c'est quand même bizarre de mettre Dodson en milieu de terrain, sachant que d'habitude, c'est plus un latéral. Est-ce qu'ils auraient pas pu peut-être mettre un autre joueur à ce poste-là? Je sais pas, c'est quand même un peu bizarre. Après, Dodson a fait un bon match. J'ai bien aimé le fait que ce soit José Aha, c'est un défenseur qui était à Orlando avant, qui est quand même assez bon, l'Uruguayen. Par contre, aussi une chose aussi que j'ai encore un peu de mal voir Mason Toy en tant que titulaire dans ce match-là, et finalement il a été remplacé par Aaron Schoenfeld. L'américain qui l'est lié, je pense que c'est Molino qui est passé en pointe. Donc bref, des petites choses. Après, il y a Jackery Hayes qui aurait pu commencer aussi, qui a même pas joué dans ce match-là, l'ancien de Dallas. Donc bref, des petites choses que j'aurais changées. Du côté de Kansas City, je regarde un peu leur 11 de départ, puis ouais, j'ai encore un peu de mal avec le fait de pas voir le petit jeune Bouzio jouer un peu plus. Shelton, Gerso, c'est le bon joueur. Johnny Russell était sur le banc aussi. Il est rentré à la mi-temps, vers la 73e minute. Shallowy, on a vu que l'année passée, il a eu pas une très bonne saison. Donc ça m'étonnait un peu moins. Mais par contre, Johnny Russell sur le banc, ça m'étonne un peu plus. Bref, c'était intéressant. Les 11 de départ étaient quand même assez intéressants. Après, possible que Peter Vermes et Adrian Heath aient vu des choses à l'entraînement qui leur ont pas plu, ou bien que ces joueurs-là étaient peut-être hors de forme ou quoi que ce soit. Donc bref, on n'a pas toutes les réponses à tout ça et derrière les choix de ces entraîneurs-là. Mais bon, bref, je pense que c'était quand même 2 11 de départ qui étaient intéressants du côté des deux équipes, qui pouvaient nous permettre de penser qu'on allait avoir un bon match. Finalement, je pense que c'était le match qui avait le moins de qualité
depuis le début de ce tournoi. Hein. Je pense que c'était vraiment ridicule. Il y a eu des erreurs un peu idiotes de la part des deux équipes. J'aimerais parler en premier de la prestation de Tyler Miller. C'est incompréhensible comment ce gardien-là est international américain parce que il a vraiment pas montré son niveau hier. Sur le premier but, je sais pas ce qu'il essaie de faire. Il essaie d'anticiper le tir de Kerry Shelton. Finalement, il lui ouvre complètement le but de manière volontaire. En plus, sur 2 ou 3 centres, il lâche le ballon. Quel mauvais match du gardien international Tyler Miller du côté de Minnesota, n'est-ce pas, Anthony? Oui, vraiment, vraiment. Il est fautif sur le but. Il y a pas photo et non. Même au début du match, moi, je pense que le premier corner de Sporting City, il a du mal à prendre le ballon. On l'avait dit un peu dans un podcast précédent, le podcast où est-ce que l'Union de Philadelphie avait joué, comment un gardien est important pour son club. C'est ça qui a coûté d'aller loin en playoffs pour le LAFC dans les dernières années. C'est en grande partie à cause de Tyler Miller. Et je pense qu'il est en train de faire les mêmes bourdes avec Minnesota. Et pour les fans de Minnesota, c'est assez dur de passer de Manon à Miller. C'est vraiment pas le même niveau. Et je pense que ça risque d'être dur. Tyler Miller, il est bon, mais il fait souvent des erreurs de concentration comme ceux-ci. C'est inacceptable de voir ça en MLS. Là. C'est ça, à ce niveau, c'est quand même inacceptable. Et comme je l'ai dit, c'est un international. Déjà, j'ai jamais compris comment il a été appelé, l'international, Tyler Miller. Après, bon, il a eu un bon début de saison avec LAFC l'année passée, avant de vraiment faire ses bourdes. Tu en as parlé. Par contre, de l'autre côté, Tim Melia, c'est quoi cette sortie aux alentours de la 75e minute qui fait en sorte qu'il reçoit un carton rouge? J'ai revu ce passage du match à plusieurs reprises et je me posais la question si le carton rouge était mérité parce que on voit Tim Melia qui vient faucher le joueur de Minnesota. Par contre, on voit qu'il y a un défenseur qui vient se placer derrière lui, donc il n'était pas en tant que dernier défenseur. Là où pour moi ça s'est joué, c'est que Tim Melia a fauché le joueur en dehors de la surface de réparation. Et pour moi, c'est là où, bien évidemment, ça mérite le carton rouge. Si jamais c'était à l'intérieur de la surface de réparation, je pense que ça aurait été plus un jaune parce qu'effectivement, il y avait ce défenseur-là qui le couvrait. J'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui se sont posées la question parce que d'habitude, on dit que tu donnes un carton rouge quand c'est le dernier défenseur. Et dans ce cas-là, il n'était pas le dernier défenseur, Tim Melia. T'en penses quoi, toi, Anthony? Ouais, que ça soit un carton jaune ou un carton rouge, je pense que rendu là, faut mettre la faute sur Tim Melia et qui met l'arbitre dans cette position et vraiment son but était quand même clair d'arrêter l'action. Le défenseur était là, oui, mais c'était pas si clair non plus. Et je pense que un carton jaune, les joueurs de Minnesota auraient pu être fâchés avec raison. Avec un carton rouge, les gens de Kansas City peuvent être fâchés. Oui et non. Moi, j'ai pas été choqué de voir le rouge. J'ai trouvé la situation était un peu ambiguë, là. Ouais, effectivement, c'était un peu ambigu, mais comme je l'ai dit, comme tu l'as si bien dit, en fait, Melia ne peut s'en prendre qu'à lui-même parce que c'est quand même un geste qui est quand même assez bizarre pour un joueur de son niveau, un des meilleurs gardiens de la MLS, hein, Tim Melia, on l'oublie, mais c'est vraiment un très très bon gardien. J'aimerais aussi qu'on parle des attaquants, du point de vue de cette équipe. Donc, on a d'un côté, je vais dire des attaquants, des deux plus grands attaquants je pense qu'on en avait beaucoup parlé en début de saison. En premier, la signature, le Mexicain Alan Pulido, qui a été assez transparent dans ce match-là, n'est-ce pas, Anthony? Je m'attendais à un peu plus. Bon, c'est lui qui a donné la passe sur le but de Kerry Shelton avec une superbe louche où il a soulevé le ballon au-dessus du défenseur pour après lancer Kerry Shelton complètement dans l'espace. Ça, c'était magnifique. Mais après,
dans le reste, on l'a pas vu vraiment. Hein, il était un peu transparent ou est-ce que je me trompe? Ben, en début de match, j'ai aimé ce que j'ai vu de Pulido. Il avait fait. Moi, en début de match, je trouvais le Sporting Kansas City très en jambes. Quand je les ai vus, je me suis dit, pour moi, ça va être eux qui vont marquer le premier but dans cette première mi-temps. Puis c'est quand même le premier but en première mi-temps dans la MLS en général. Donc, c'est quand même important. Pulido faisait des belles passes. Je me souviens d'une passe qu'il a faite pour Kinda là, en début de match. C'était magnifique. Il fait la passe décisive. Donc, en début de match, il était très présent. Très présent. Il était présent. En fait, quand SKC avait des chances, et on dirait quand il y a eu le but, on dirait que pratiquement tout le Sporting Kansas City a commencé à s'effacer et on n'a pas vu grand-chose après. Donc, Pulido rentre dans le collectif. Donc, vraiment, j'ai aimé ce que j'ai vu au début. On voit qu'il risque de faire très mal à ses adversaires. Et pas juste pour marquer des buts, là, on voit qu'il y a une très grande qualité de passe. Oui, effectivement. Et du côté de Minnesota, on a l'autre attaquant. Il a joué derrière l'attaquant pour après se remettre en pointe. C'est le Trinidadien Kevin Molino, qui est un de tes chouchous, je le sais, à Anthony. Par contre, il a été extraordinaire dans ce match-là. C'est lui qui marque le but de la victoire. Il a été remuant et vraiment très, très bon. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Anthony, mais moi, j'ai été impressionné par Kevin Molino. Oui, vraiment, dans la première mi-temps, c'était Kansas City qui avait l'avantage et les seules petites chances de Minnesota, la seule petite étincelle qu'on voyait à chaque fois, c'était Kevin Molino. Et en fin de match, quand ça comptait, il a pris les choses en main. Donc, vraiment, Kevin Molino, il a fait on voit qu'il est de retour en forme et tu l'as dit, je l'aime beaucoup. Je l'ai mis dans les joueurs qui vont surprendre en MLS dans un podcast précédent et je pense qu'il confirme nos attentes là. Il a confirmé nos attentes hier. Je crois qu'il arrive à Orlando là avec un couteau entre les dents. Oui, effectivement, il arrive, comme tu l'as dit, avec un couteau entre les dents. Par contre, il y a d'autres joueurs qui ont été un peu plus décevants. Je sais que tu es quelqu'un qui aime beaucoup Matt Besler. Il n'a pas été aussi dominant que ce qu'on a vu d'habitude, non? C'est sûr que quand on voit un 2-1, que l'équipe s'est totalement effondrée, on peut dire ça, mais j'ai trouvé que l'ensemble de Kansas City, même si en deuxième mi-temps, c'était au niveau de l'attaque, c'était un peu moins bien, j'ai quand même trouvé que jusqu'à temps qu'il y ait le carton rouge, il tenait quand même bien la baraque. Comme un peu Seattle lors du dernier match, Minnesota commençait à avoir un peu plus le ballon. Mais c'est sûr, Kansas City était quand même bien en place, mais c'est sûr que ça s'est effondré. Là, si on rajoute le temps additionnel, là, les 30-35 dernières minutes, là, c'est sûr qu'il n'a pas été top. On pourrait dire comme l'ensemble de ses coéquipiers, là, c'était vraiment pas ça, les 35 dernières minutes, là, si on compte le temps additionnel. Là. Effectivement, c'est sûr que Minnesota a eu beaucoup de mal en première mi-temps, mais vraiment beaucoup de mal. Puis après, c'est là que Kansas City a commencé à perdre. En plus, en deuxième mi-temps, a commencé à perdre le contrôle du match, surtout un peu avant l'expulsion de Milia. Par contre, quand tu y penses, est-ce que déjà on a vu la saison catastrophique que Kansas City avait fait en 2019. On s'entend que cette saison, il devrait pas avoir une saison aussi catastrophique. Ça a l'air que les ingrédients sont de nouveau là pour Kansas City pour faire une très bonne saison et se retrouver un peu parmi les têtes d'affiche de la conférence Ouest, comme ils ont eu l'habitude de le faire dans les dernières saisons. Après, c'est pas un bon début de tournoi. Une défaite 2-1 face à Minnesota. Est-ce que tu penses que ça va un peu les abattre, le fait de perdre dans les temps additionnels, hein? Ils gagnaient encore 1-0 quand c'était la 90e minute. Donc, à la fin du temps réglementaire, Sporting Kansas City gagnait 1-0. Et dans le temps supplémentaire où il y avait 7 minutes, même finalement ça a fini à 8 minutes, 2 buts ont été marqués par Minnesota. Est-ce que tu penses que ça va vraiment les affecter mentalement à la troupe de Peter Vermes?
Ça se peut, mais il y avait des joueurs là-dedans qui semblaient déjà affectés. Parce que vraiment, un joueur comme Guerceau, là, vraiment, il a fait que des déchets durant la rencontre. Ça a été une de ses pires performances, je crois. Il y a des fois, il était seul face au gardien. Il faisait une passe qui allait nulle part. Donc, mais c'est ça, pour revenir au collectif, là, ça risque de les abîmer un peu, mais j'ai surtout hâte de voir comment Tim Moya va revenir dans les filets parce que, on va le dire, c'est lui qui a coûté la victoire à son équipe. Un Sanchez, c'est vraiment pas de la même trempe que Tim Melia. On a vu ses performances avec le Fire et il n'a pas l'étoffe là, d'un premier gardien. Là, donc j'ai très hâte de voir comment il va se comporter lors du premier match parce que Melia va être suspendu, mais non, pour vrai, Kansas City, ça commençait bien, mais là, les 8 minutes ont changé le cours de leur saison, j'ai l'impression. Là. Bah, il faut aussi dire aussi, comme tu l'as dit, l'expulsion de Milia a beaucoup joué dans la balance. Après, bon, Sanchez, c'est pas non plus un horrible deuxième gardien, on s'entend, c'est un deuxième gardien, donc je pense qu'il est capable de faire le travail à ce moment-là, je pense, si jamais tu le fais jouer un match ou deux. Donc on verra lors du prochain match ce qui va se passer pour Kansas City. Du côté de Minnesota, est-ce que tu penses que c'est un gros boost pour une équipe comme Minnesota de remporter ce match-là alors que tout semblait perdu? Ou bien est-ce que tu penses que finalement ça va leur donner un peu trop confiance après un match plutôt bien joué? Je vais pas dire trop bien joué parce que tout n'a pas été parfait du côté de Minnesota, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que les débuts, c'est un peu un soulagement pour Minnesota. Et je pense que ça va peut-être leur donner plus de motivation pour travailler sur sur les erreurs du dernier match. Il y a quand même beaucoup de choses à continuer. En majorité, ça s'est bien passé au vu des blessures et tout. Donc, c'est sûr, ils ont des bonnes bases sur quoi bâtir, mais je pense pas qu'ils vont arriver au prochain match avec trop de confiance. Ils ont quand même marqué 2 buts in extremis et tout, donc vraiment, dont un contre son camp. Là, donc, je pense pas que les Minnesota vont à la grosse tête, mais c'est sûr ça leur donne beaucoup de soulagement là, au vu de la rencontre. Là. Est-ce que tu penses que finalement on va voir Greg Ranjit-Singh prendre la place de Tyler Miller? Je sais que c'est un gardien que tu aimais beaucoup et que tu pensais que l'année passée allait être titulaire du côté d'Orlando. Finalement, il n'a jamais été. C'est un Canadien de 26 ans. Est-ce que tu penses que Ranjit-Singh serait meilleur que Tyler Miller dans les buts du côté de Minnesota? Ben, je pense qu'il pourrait faire mieux. C'est sûr, il n'a jamais prouvé en MLS, mais s'il a le même niveau qu'en USL, je suis sûr qu'il pourrait faire mieux. Mais honnêtement, je pense pas qu'Adrian Heath va changer Tyler Miller parce que si tu le changes après ce match-là, tu lui brises la confiance pour le reste de sa carrière, j'ai l'impression. Ouais, mais arrivé à un moment, quand tu fais autant d'erreurs, Ouais. tu dois t'attendre à perdre ta place. Bref, on verra du côté de Minnesota. On revient au dernier segment pour ce match-là. Pour toi, le meilleur joueur de ce match et le pire joueur de ce match, je te laisse commencer. Parfait. Ben pour moi, le meilleur joueur de ce match-ci, ça serait Kevin Molino, le Trinitaire qui offre la victoire à son équipe. Vraiment, il a fait un match dont seul lui peut faire. J'adore ce joueur. Vraiment très technique. Vraiment, dans les moments les plus durs de Minnesota en rencontre, on le voyait quand même. Il apportait la petite étincelle que parfois manquait à Minnesota. Et beaucoup de sang-froid pour finir dans les temps additionnels pour donner la victoire à son équipe. Donc, chapeau à Molino. Sinon, le pire joueur de ce match-là, selon moi, c'est Guerceau du côté de Sporting Kansas City. Trop de déchets et quand il faisait pas de déchets, eh bien, on le voyait pas. Donc, vraiment, on aurait pu mettre Timolia, Matt Bessler, mais pour moi, c'est vraiment Guerceau qui m'a... on pourrait dire là, qu'il m'a marqué et vraiment, même quand c'était les bons moments de Kansas City, on le voyait pas beaucoup. Là.
D'accord. Ben, moi, de mon côté, le joueur du match, j'allais dire Molino, mais je vais moi nommer quelqu'un d'autre parce que même si je suis d'accord avec toi que ce serait Molino, je voudrais noter l'excellent match de Roger Espinoza qui a été vraiment de tous les bons coups du côté de Kansas City. Le milieu de terrain qui a joué à un moment donné un peu comme ailier, vraiment très 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 bon joueur. Un des joueurs les plus, lui et Eli Sanchez selon moi, les plus qui sont pas jugés à leur bonne valeur en fait du côté de la MLS. Bon, Espinoza maintenant l'international hondurien a déjà 33 ans, donc c'est pas un nouveau. Il fait pas ses débuts en MLS, mais je trouvais qu'il a été excellent hier. Du côté du pire joueur, ben pour moi, même si Minnesota a gagné, Tyler Miller, on en a parlé plusieurs fois, c'est inacceptable de voir un joueur de ce niveau qui est supposé être un des meilleurs gardiens de la ligue faire ce genre d'erreur-là. On l'a dit, tu l'as dit sur le corner, mais il a fait 2-3 fois où il a lâché le ballon sur des ballons quand même assez simples. L'erreur sur le but de Kerry Shelton, pour moi, c'était pas son jour à Tyler Miller. On l'a pas vu faire d'arrêt déterminant non plus, Anthony. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, vraiment, Tyler Mayer, c'est une journée à oublier. C'est un des pires matchs de sa part que j'ai vu. Il a fait plusieurs erreurs dans le match et pas juste le but qu'il a encaissé. Là. Il a pas dû passer une belle nuit, là, notre ami Tyler Miller. Là. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. On passe au prochain match qui est la Rocky Mountain Cup. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une grande rivalité entre le Real Salt Lake et les Rapids de Colorado. C'est une rivalité dont on ne parle pas très souvent parce que ça n'a jamais été les grosses équipes dans ces deux franchises-là, en tout cas dans les 5-6 dernières années, même si Colorado est arrivé en finale de la MLS Cup il n'y a pas longtemps. N'empêche, ça n'a jamais été les grosses équipes, les gros effectifs clinquants. Par contre, c'est une rivalité qui est là et qui existe depuis longtemps. Et bon, ça a souvent été des victoires du côté de Salt Lake City. On a vu 11 victoires du côté du Real Salt Lake, juste 4 du côté de Colorado. Donc, c'est quand même assez du point de vue de la coupe. Et maintenant, dans ce match-là, c'est Real Salt Lake qui a encore pris le dessus. Une victoire de 2-0. On va parler en premier, mon ami Anthony, des 11 de départ. Ça, c'est la première chose qu'on va faire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on commence par le Real Salt Lake. Dans les buts, Zach McMath. En défense, on a Aaron Herrera à droite, Justin Glad, Marcelo Silva, puis Donny Toya à gauche. Au milieu de terrain, Kyle Beckerman et puis Everton Luis. Et puis en attaque, tu avais Albert Ousnak, Damir Kreilach, Corey Baird qui étaient les milieux offensifs. Puis l'attaquant de pointe, c'était Douglas Martinez. Du côté de Colorado, on avait Clint Irwin dans les buts, Jeremy Kelly à droite, Lalas Aboubakar, Drew Moore en tant que défenseur central, Sam Vines à gauche. Au milieu de terrain, Acosta Price. Et puis les trois milieux offensifs, on avait Nicolas Benezé, Younes Namli, André Chinyashiki, et puis en pointe, l'inamovible Kei Kamara. T'as pensé quoi de ces deux 11 de départ? Il y a beaucoup à dire. Oui, c'est sûr. Du côté du Real Salt Lake, j'ai été... mes grosses surprises, c'est d'avoir vu Herrera à droite. Moi, dans mes souvenirs, il joue à gauche, donc de voir Herrera en tant que latéral droit, ça m'a un peu surpris, mais c'est vrai que quand je regarde sur le banc du Real Salt Lake, à part Alvin Jones, je sais pas trop qui j'aurais pu mettre à droite. Sinon, j'ai été surpris de voir Bird en tant qu'ailier gauche. J'aurais plus eu un Justin Meram à sa place ou un Michael Chang également. Également, voir Martinez débuter, là, ça a été une surprise pour moi, mais positivement parlant, j'ai vu ses talents USL, je savais qu'il était capable de débuter la partie, mais le voir, j'ai été surpris de voir ça. Je m'attendais plus à voir un Sam Johnson à sa place.
Est-ce que je continue avec Colorado ou tu fais Oui, tes... ben vas-y. Je veux juste spécifier quelque chose. Herrera a joué presque la grande majorité de la saison passée en tant que défenseur droit. Donc moi, ça m'a pas vraiment étonné. Il a quand même joué 22 matchs l'année passée en tant que défenseur droit, juste 9 matchs en tant que défenseur gauche. Il est aussi à l'aise sur les deux. Par contre, l'année passée, il a fait de très très bons matchs en tant que défenseur droit. Je vais juste parler de ça. Mais c'est vrai qu'il a tendance à... il a été formé en tant que latéral gauche. Je suis d'accord avec toi. Mais oui, je te laisse continuer du côté de Colorado. OK, oui, c'est vrai pour Herrera. Désolé de ma petite erreur, mais c'est ça. Du côté de Colorado, je m'attendais à avoir Rosenberry débuter à droite. Donc, voir Kelly, là, le jeune Tchèque de 22 ans, ça m'a un peu surpris. Même si Rosenberry, il m'avait pas trop convaincu dans les derniers matchs. Sinon, je dirais de voir Shinyashiki en tant qu'ailier droit. On le connaît plus en tant que buteur, donc ça m'a un peu surpris. Je m'attendais peut-être plus à avoir un Nicolas Mesquida ou un Jonathan Lewis à sa place, même si Lewis, son poste de prédilection est à gauche. Donc, c'est pas mal ça, mes grosses surprises. Sinon, là, c'est sûr qu'au centre, pour Colorado, Moore Abubakar, ça aurait pu être d'autres joueurs également, mais je n'étais pas 100% surpris non plus, là. Ouais, effectivement. En fait, moi, j'étais beaucoup plus surpris du côté de Colorado. Tu as parlé de Jeremy Kelly. Pour les fans de l'Impact, ils doivent sûrement se rappeler de lui parce que c'est lui qui avait été sélectionné par l'Impact lors de cette Super Draft 2020 au 9e rang, puis finalement qui a été échangé à Colorado. Donc, quand même qu'il soit préféré à Keegan Rosenberry, ça veut dire qu'il a dû impressionner Robin Fraser en entraînement ou quoi que ce soit parce que c'est quand même... Rosenberry est un excellent espoir. Hein, donc, moi, ça m'étonne vraiment. Enfin, espoir, il a maintenant 26 ans, mais c'est un très, très bon défenseur droit, Rosenberry. Deuxième chose, tu as parlé un peu de la défense centrale, Lalas Abubakar et puis Drew Moore. On sent que Fraser a privilégié un peu la taille et le physique de ces deux joueurs-là. Sur le banc, tu as Austin Trusty. Et Austin Trusty est aussi très physique, mais beaucoup plus jeune. J'ai du mal à expliquer cette décision-là, sachant que du côté de Real Salt Lake, c'est vraiment des joueurs, il y a beaucoup de mouvements. Donc, j'aurais préféré avoir quelqu'un de plus jeune qui soit un peu plus rapide sur ses appuis. Donc, Austin Trusty qui a même pas joué durant ce match-là, même pas rentré en tant que remplaçant. Après, bon, on sait que Trusty a toujours eu des petits problèmes disciplinaires, donc c'est possible que ce soit aussi une sorte de punition. Seul l'avenir nous le dira. Deuxième chose que j'ai trouvé assez bizarre du côté de Colorado, Diego Rubio était sur le banc. Et pour moi, je trouve ça pas normal parce qu'on a vu que l'année passée et quand il y a eu la bonne période de Colorado, c'était le duo Kei Kamara, Diego Rubio qui avait fait beaucoup de très belles choses. Je comprends que tu veux donner un peu plus d'espace à Younes Namli qui est ton nouveau joueur désigné. Par contre, Rubio, et quand il y a quelque chose qui marche, je vois pas pourquoi tu continues pas comme ça. J'aurais plutôt mis, par exemple, Shinyashiki sur le banc, mais après avoir vu, ça c'est en regardant le 11 de départ. Par contre, après avoir vu le match, je comprends pourquoi Shinyashiki a été choisi parce qu'il a fait un excellent match. On reviendra là-dessus. Du côté de Real Salt Lake, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que ça a l'air que Zach McMath a eu sa place de titulaire devant Putna. Et je trouve ça ridicule. On en avait parlé en avant-saison, comme quoi c'était important que Putna ait ce poste-là. Zach McMath, il est là depuis longtemps. Il fait parfois de bonnes choses, mais ça va jamais être le gardien de but qui va te faire gagner des matchs, selon moi. Sinon, Nick Bessler, je m'attendais à ce qu'il joue plus. Il est rentré à la 67e minute pour Kai Beckerman. Voilà, c'est tout du côté de Real Salt Lake. Peut-être que j'aurais aimé voir Justin Meram à ce moment-là, plutôt en début de match. Donc, sinon, le 11 de Real Salt Lake, à part le gardien, je trouvais que ça fait du sens. C'est des choix. Mais je trouvais quand même que ça fait du sens de ce point de vue-là. C'est plus le 11 de Colorado qui m'a un peu plus choqué. Je ne sais pas si tu voulais rebondir là-dessus, Anthony. Non, je pense que c'est parfait.
Ok, bah parfait. Donc voilà pour le match entre ces deux équipes-là. Finalement, comme on l'a dit, une victoire de Real Salt Lake de 2-0. J'ai trouvé que, donc comme je l'ai dit, Shinyashiki a eu un très bon match du côté de Colorado. Je veux que tu me parles un peu des performances de Kenny Acosta parce que j'ai trouvé quand même en forme. On a toujours su qu'Acosta avait beaucoup de talent, mais souvent on sentait qu'il était un peu nonchalant. Par contre, hier, je l'ai trouvé quand même assez bon, assez remuant dans ce match-là, au milieu de terrain de Colorado, n'est-ce pas? Oui, il était bon, il a fait quelques erreurs, mais en gros, j'ai quand même trouvé que les milieux là, au Colorado, ça joue quand même bien. Acosta Price, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Et non, pour vraiment, Acosta a quand même fait un beau match. Il a aidé ses coéquipiers et tout. C'est plate qu'ils aient perdu 2-0 là. C'est sûr qu'il y aurait peut-être eu un peu plus de reconnaissance, mais en général, j'ai quand même aimé ce que j'ai vu de Colorado pour qu'est-ce qui est du milieu là. Vraiment, ça serait le fun de voir un Acosta là, en forme cette saison là. Et, il est quand même bien parti. Il y a quand même un taux également de pratiquement 90% de passes réussites. Là, donc, il faisait des belles passes et c'est très important au milieu. C'est sûr, défensivement parlant, je ne l'ai pas trouvé top, mais pour lier la défense à l'attaque, je l'ai trouvé pratiquement parfait. Là. Parfait, parfait. Et puis, est-ce que tu as pensé comme moi au début du match, après l'énorme erreur de Clint Irwin qui a redonné le ballon vers la 3e minute à la défense, puis à l'attaque, pardon, de Real Salt Lake, et Real Salt Lake qui a trouvé la transversale. Est-ce que tu as pensé, ah merde, on va encore avoir deux gardiens qui vont faire des millions d'erreurs? Finalement, ça n'a pas été le cas. Les deux gardiens ont été très bons. Mais est-ce que tu as eu cette peur-là, toi, après l'erreur de Irwin à la 3e minute du jeu? Ouais, ben oui. Et puis, tu sais, faut pas enlever de crédit au gardien, mais quand tu débutes un match avec un duel dans les buts de McMath-Irwin, faut pas t'attendre à de grandes choses. Et après la 3e minute, quand j'ai vu la bourre, j'ai fait, bon, ça y est, on va avoir un bon match. Mais finalement, non, les gardiens m'ont vraiment surpris là, avec plusieurs arrêts décisifs des deux côtés. Et je m'attendais pas à ça de ces deux gardiens-là. Là. Exactement, parce qu'on le sait que Zach McMath et Clint Irwin, c'est des joueurs qui ont toujours eu, c'est des gardiens qui ont toujours eu des hauts et des bas hein, dans leur carrière. On a vu Clint Irwin qui était numéro 1 à Toronto à un moment donné avant de vraiment perdre sa place devant Bono et ainsi de suite. Et du côté de McMath, on connaît toute son histoire qui était à Colorado, hein, qui était le deuxième gardien derrière Tim Howard pendant longtemps, qui a perdu sa place à Vancouver, qui a été gagné par Maxime Crépeau. Donc bref, c'est des gardiens qui font partie du décor de la MLS. Par contre, qui sont pas des titulaires en puissance. Et c'est quand même bien de les voir performer tous les deux à un très bon niveau. Après, bon, Irwin a fait cette erreur-là, j'ai dit la 3e minute, mais c'était plutôt la 5e, excusez-moi de l'erreur. Par contre, il a été chancelant aussi, parce que c'est lui qui donne le penalty à la 70e minute. Une faute qui, je trouve qu'il a été chanceux de ne pas avoir un carton rouge. J'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais je trouve que son tacle qui a donné le penalty aurait mérité un carton rouge. J'ai pas compris la décision de l'arbitre de la rencontre. J'aimerais que tu me donnes ton avis par rapport à ça. Ben, c'est sûr que sur la faute, vraiment, Tim Melia a fait le même genre ben, pas le même genre, mais tu sais, c'est quand même une faute importante et tout. Tim Melia, je la mettais sur lui, c'était de sa faute. Carton rouge ou pas, c'est pas grave, mais vraiment, je trouvais que c'était lui le coupable, mais au niveau de Irwin, c'est pas lui qui crée cette faute-là, c'est vraiment Abubakar qui laisse passer le ballon. Peut-être que ça méritait un rouge, mais l'important c'est que le Real Salt Lake a eu un penalty. Mais sur ce coup-là, j'ai de la misère à mettre la faute sur Irwin parce que c'était pas mal la seule chose qu'il avait à faire. Là. C'est vraiment au niveau de la défense que
que je trouve que c'est totalement inacceptable de laisser passer une passe comme ça aux abords de la surface. Et Irwin a dû se commettre, mais j'ai vraiment pas envie de mettre cette faute-là sur le dos de Clint Irwin. Je pense que oui, il aurait pu faire mieux dans la réaction, mais c'est pas à cause de lui que c'est arrivé, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas son erreur à 100%. Par contre, point de vue résultat, ce résultat-là aurait dû être un carton rouge. Mais je comprends ton point. Je comprends ton point là-dessus. J'ai par contre aimé la réaction de Clint Irwin. Il a fait cette erreur-là. Il sauve le penalty. Puis là, il y a un retour. Il se fait extrêmement grand. Puis il rend le retour aussi. C'était une très belle pièce de jeu de la part de Clint Irwin sur ce penalty-là. J'aimerais aussi qu'on parle de Albert Rusnak. Rusnak a manqué le penalty, oui, mais c'est lui qui marque le premier but du match à la 27e minute. Et je trouve qu'il a été très, 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 très bon dans ce match-là, malgré le penalty manqué. J'aimerais que tu me parles un peu de ce joueur-là, qui est, selon moi, un des joueurs qui devrait être dans le All-Star Game à chaque année, le Tchèque. C'est un joueur tellement bon qui porte un peu le Real Salt Lake du côté offensif. Bien évidemment, tu vas me dire avec Damir Kreilach, oui, mais n'empêche, Rusnak, c'est quand même, si lui va bien, Real Salt Lake va bien. Si lui va pas bien, ben Real Salt Lake va pas bien. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, Rusnak, depuis quelques saisons, il mettait Savarino dans l'ombre. Et maintenant que Savarino est parti, ben, il met, il met pratiquement le restant de l'équipe dans l'ombre. Vraiment, c'est un joueur qui est pratiquement parfait, il crée beaucoup d'occasions, est très décisif lorsqu'il décide de tirer, fait de très belles passes. Hier, là, Albert Rusnak, c'est 95% de passes réussies. Là, c'est pas rien. Là, et, c'est un ailier, là, donc il est souvent dans des situations dangereuses et tout. Donc vraiment, Rusnak, c'est sûr, il a des personnes pour aider, mais c'est en grande partie grâce à lui que le Real Salt Lake a du succès. Souvent, quand le Real Salt Lake a du mal, ben, c'est parce que Rusnak n'est pas très en forme. Et quand Rusnak est en forme, ben, c'est rare que le Real Salt Lake a du mal. Donc, c'est tout qu'un joueur et à chaque saison, je me dis, il va partir loin. Il va partir en Europe, mais il reste toujours et c'est à mon plus grand plaisir. Ouais, effectivement, il est quand même, il est pas vieux, hein, il a 26 ans. C'est un joueur, je pense, qui pourrait faire du bien à plusieurs écuries européennes. Bon, finalement, ça a l'air peut-être qu'il est juste très content d'être à Salt Lake City. En tout cas, il est là maintenant depuis 2 ou 3 ans. Donc, bref, on a la chance d'avoir des joueurs comme Albert Rusnak ici en MLS. Finalement, j'aimerais que tu me donnes un peu ton avis sur la prestation de Younes Namli. J'ai du mal à la placer. J'ai pas trouvé mauvais du tout. Je l'ai pas trouvé non plus extraordinaire. Par contre, je pense quand même c'est un bon match pour le jeune Danois. Oui, vraiment, j'ai aimé ce que j'ai vu de Namli. Il a tenté de créer des occasions, il a effectué des belles passes, il a joué son rôle de numéro 10 à la perfection. Vraiment, j'ai aimé ce que j'ai vu de Namli. J'ai vraiment plus l'impression que peut-être dans ce match-là, la liaison Namli-Camara, c'est pas fait. Mais non, j'ai quand même aimé ce que j'ai vu du Danois, là. Parfait. Est-ce que tu as vu les arrêts de Zach McMath? Il en a fait quelques-uns. Est-ce que pour toi, Zach McMath est une des raisons pourquoi il a fait 4 arrêts? Est-ce que c'est une raison de pourquoi Colorado n'a pas pu marquer, ou est-ce que tu penses qu'il manquait plus qu'à Colorado? Moi, de mon côté, je trouve que oui, il a fait quelques arrêts, mais j'ai pas vu non plus de chances extraordinaires créées du côté des Rapids. J'aimerais avoir ton avis. Ouais, ben, il a fait des belles arrêts, mais c'était pas du style Andrew Blake devant un header que s'il l'arrête pas, ça rentre absolument. C'était pas des arrêts aussi spectaculaires.
Je pense que c'est surtout le fait que l'équipe du Real Salt Lake était très solide. Oui, McMath a fait des belles arrêts, mais son équipe était là pour lui également. Là. Il y a pas eu de grosses occasions également. Là. Par exemple, un Everton Louise au milieu, il a tenu ça comme comme j'ai rarement vu vraiment. Il a très bien géré son équipe et non, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Everton aussi en forme. Ouais, effectivement. Moi, j'aimerais, juste avant de passer aux meilleurs joueurs et aux pires joueurs de ce match-là, j'aimerais juste lever mon chapeau à Kyle Beckerman. Kyle Beckerman qui a maintenant, je pense, 37 ans, si je me trompe 38. pas, 38 ans maintenant, a joué 21 saisons des 25 saisons d'existence de la MLS. Chapeau bas, Monsieur Beckerman. Il a été très très bon hier. Il a même failli marquer un but avec un tir de loin. Moi, Kyle Beckerman, c'est un joueur que j'adore, malgré le fait que hors du terrain, des fois, c'est pas très orthodoxe, on va dire ça comme ça. Par contre, c'est un joueur que j'adore et je veux juste féliciter ce joueur-là, si jamais il comprend le français puis il écoute notre podcast. Mais bon, c'est un joueur que j'adore et puis vraiment le voir encore jouer à ce niveau-là, chapeau bas, chapeau bas. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur Kyle Beckerman. Ben, en fait, c'est à chaque saison, on voit le Real Salt Lake avec des légendes vivantes comme Rimando et Beckerman. Maintenant, il reste seulement Beckerman, mais il perpétue la légende là, des vieux joueurs du Real Salt Lake. Et donc, vraiment, c'est toujours un plaisir de le voir sur le terrain. J'ai l'impression que c'est un joueur là, qui a marqué l'histoire de la MLS et ça va faire un gros vide lorsqu'il va prendre sa retraite parce que c'est le fun de voir on l'appelle la MLS 2.0, mais les grandes vedettes arrivées comme Chicharito et tout, mais c'est intéressant de voir des joueurs, on pourrait dire de MLS 1.0 comme lui. Ça nous rappelle des bons moments avec Beckerman. Rimando ou des joueurs, ben là il a pris sa retraite là, mais j'ai fait un article sur lui comme Alan Gordon, tu sais, des joueurs à la MLS 1.0, c'est toujours plaisant à les voir jouer et à les voir bien paraître malgré l'évolution de cette ligue. Ouais, effectivement. Bref, assez intéressant. J'aimerais qu'on parle en fait, avant de passer encore une fois, excuse-moi, je viens de me rappeler d'un sujet que je voulais qu'on explore. C'était le deuxième but du côté de Real Salt Lake. Super passe de Corey Baird pour Damir Kreilach qui a fait sa spéciale avec un tir extrêmement bien placé, complètement à ras de terre. Par contre, quelque chose, un fait cocasse qui est un peu bizarre, c'était que c'était en plein durant une interview faite parce que en MLS, pour ceux qui ne le savent pas, les entraîneurs sont interviewés en plein milieu du match. Ce que je trouve jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et c'est durant l'interview de Robin Fraser où il était en train de dire « Je suis pas content de mon équipe, on a fait une mauvaise première mi-temps, j'aime pas tout ce qui se passe. » Puis c'est là qu'à ce moment-là que Kreilach marque le but. Donc le commentateur il interrompt Robin Fraser en lui disant bah, désolé, il y a un but et tout. Puis Robin Fraser, il quitte le micro, puis il revient juste pas. Et c'est quand même. Mais je veux me mettre à la place de Robin Fraser. Très sérieusement, là, moi, j'aimerais pas être à sa place parce que c'est pas normal que toi, tu es supposé pouvoir superviser ton équipe, puis là, tu rates un moment clé comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, j'aimerais que tu m'en parles. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves quand même assez aberrant, les interviews des coachs en plein milieu d'un match? Ouais, ben ça fait très américain comme concept, mais c'est sûr que c'est surtout dans des moments comme ça, comme hier, il y avait Pete Vermees qui faisait également là, une entrevue lors de la pause d'hydratation. Je pense que c'est à la 30e minute et j'ose croire que Pete Vermees aurait préféré être avec ses joueurs et leur donner des consignes euh, dans cette pause-là, mais non, il fallait qu'il fasse l'entrevue et là, Fraser on voit pratiquement sa réaction en live, donc non, ben, je pense qu'il y a des bons moments pour faire ce genre d'entrevue-là, mais je pense que c'est pas durant le jeu, là.
C'est ça, c'était un peu mal choisi. Puis finissons finalement avec notre meilleur joueur et notre pire joueur du match. Je vais commencer cette fois-ci moi-même. Du côté du meilleur joueur, pour moi, c'était Everton Luiz au milieu de terrain qui a été partout dans ce match-là, mais vraiment partout. J'ai adoré le jeu du Brésilien qui a 32 ans maintenant au milieu de terrain aux côtés de Kyle Beckerman. Pour moi, c'était l'homme du match et c'était un joueur, bien évidemment, du Real Salt Lake. Pour ce qui est du pire joueur, c'est-à-dire très, très franchement, j'ai beaucoup de mal à trouver un mauvais joueur parce que j'ai trouvé que les deux équipes ont très bien joué. Mais j'ai comme l'impression que je le donnerais à Drew Moor. Et je trouve que Drew Moor, qui a maintenant 36 ans, était un peu... il commence à être un peu trop lent, je trouve, en défense centrale. Après, c'est pas non plus... Il n'a pas fait un match catastrophique, mais j'aurais préféré voir un Austin Trusty en défense centrale de ce point de vue-là. J'aimerais avoir ton avis sur ce que moi j'ai nommé et tes joueurs à toi, le meilleur et le pire joueur. Parfait. Everton Luiz, je suis vraiment d'accord avec toi. J'ai vraiment trouvé qu'il a imposé sa patte dans le match. Vraiment, il a dominé le milieu du terrain. Et vraiment, Everton Luiz et Beckerman, là, ça fait une paire très solide. C'est incroyable de voir ça. Donc, le Real Salt Lake là, peut être en confiance au niveau du milieu. S'il n'y a pas de blessure, là, ça va bien aller. Et il y a même avec Nick Bessler, ça allait bien. Donc, vraiment, c'est du très solide. Je le mettrai comme joueur du match. Au niveau de Drew Moor, c'est sûr que ça commence à être vieillissant. Hein? C'est pas pour rien que Toronto le laissait aller. 36 ans, c'est sûr que quand tu affrontes des jeunes joueurs comme Rusnak, Martinez, Bird, c'est dur à suivre et c'est pas les plus rapides en MLS. Là. Donc, j'ai peur de voir lorsque Moore va affronter des joueurs comme Pulido, vraiment qui sont dans une autre sphère, quoique Rusnak, c'est du très solide quand même. Là. Mais non, Moore, je pense que ses meilleurs temps sont passés. Mais moi, au niveau, pour moi, le pire joueur du match, j'ai trouvé que l'erreur d'Aboubacar de laisser le ballon à son gardien et qui mène au penalty, c'est une erreur vraiment très importante et c'est vraiment pour ça que je le mettrais comme pire joueur du match. Là, j'ai pas aimé son match. J'ai trouvé qu'il en avait déjà fait des meilleurs et tout. Donc, moi, ça serait ça, mais Moore, c'était un très bon choix également. Là. Parfait, excellent. Écoute, Anthony, merci encore une fois d'être là pour ces podcasts quotidiens. C'est toujours très intéressant de parler de soccer, de la MLS avec toi. Merci encore. Ah, ça fait plaisir. Et la prochaine fois, je ferai pas la même erreur avec Herrera. Il n'y a aucun problème. On fait tous des erreurs. J'en fais moi aussi très souvent. Je voudrais vous remercier à tous les éditeurs de nous écouter de jour en jour sur ce podcast quotidien de MLS is Back. Donc, on va vous laisser aujourd'hui. Donc, ce sera pour un retour demain pour un nouvel épisode de MLS is Back.